commence à remercier les archives départementales et la Société d'histoire de la Guadeloupe, dont j'ai le plaisir d'avoir été invitée. Aujourd'hui, on va parler, j'ai un peu posé cette question, un peu comme sous forme de boutade, tous soldats, et parler de la militarisation des esclaves et des libres de couleur. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui représente une infime partie de ma thèse, ma petite thèse, qui est ici, que j'ai soutenue en novembre 2022 à Sorbonne Université sous la direction de François-Joseph Roudjou. Alors, je vais vous présenter un petit peu ma thèse avant de parler vraiment de la militarisation pour comprendre un peu le cadre. Alors, mon sujet était la milice coloniale dans l'empire colonial français. Donc, j'ai vraiment comparé, une histoire comparée des différentes milices en Guadeloupe, dans les Petites Antilles, à Saint-Domingue, en Guyane, mais aussi en Amérique du Nord, la Louisiane, le Canada, et un petit peu l'océan Indien avec les Mascareignes, et un tout petit peu à la fin de la période, une toute petite milice en Inde. Donc vous voyez un grand espace que j'ai essayé d'étudier. Alors deux petits mots quand même sur la milice coloniale, parce qu'on entend souvent ce mot, et moi c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Qu'est-ce que c'est? Alors les milices coloniales, elles commencent très tôt, elles commencent au début de la colonisation, et c'est des colons armés qui s'organisent de manière très sommaire, en petites troupes, pour se défendre. C'est une période que moi j'appelle le proto-milice, puisque c'est assez désorganisé, et chaque île, chaque colonie a un peu son système. Après, on a une institutionnalisation de ces milices, et là, c'est vraiment où on parle de milice coloniale, et à partir de là, on a une législation qui va commencer à encadrer et à organiser ces institutions qui vont être très implantées dans les différentes colonies. Alors, à quoi elles servent, ces milices? Alors, forcément, on pense au rôle militaire, et bien sûr, j'ai travaillé sur ce rôle militaire, voir comment les milices servent à la défense du territoire, et ce qui m'a permis de réfléchir notamment, est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'ils participent avec zèle ou pas? Parce qu'elles sont souvent critiquées. Aussi, qu'est-ce que ça dit sur est-ce qu'ils ont un attachement du territoire qu'ils défendent? Donc voilà, de nombreuses problématiques, mais ça ne se limite pas à la défense du territoire, puisqu'il y a aussi un rôle très important et qui augmente au cours du XVIIIe siècle, qui est la police. La milice, donc on est vraiment dans un territoire avec peu d'institutions, et la milice va prendre un peu ce vide et va vraiment être un rôle dans les quartiers, alors, puisque les milices sont organisées par quartiers, alors, qui correspondent à peu près aux paroisses, plus ou moins, c'est un peu plus complexe, et dans chaque quartier, selon le nombre d'habitants, il va y avoir des compagnies d'une cinquantaine de miliciens. Et elles ont un rôle de police. Donc, police, c'est encadrement des habitants. S'il y a un crime, un délit dans le quartier, ils vont être souvent les premiers à intervenir, parfois enquêter, parfois à arrêter aussi, pour ensuite qu'ils soient pris par la justice. Ils ont aussi un rôle dans l'encadrement de la société esclavagiste, avec un rôle de contrôle des esclaves, notamment en dehors des habitations pour la circulation, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ils ont aussi un rôle, parce que ça occupe beaucoup les administrateurs déjà à l'époque, dans l'encadrement de l'espace, notamment les chemins. On est vraiment un peu dans ce qui deviendra la voirie. Et déjà à l'époque, les chemins, il y avait un gros problème et ça occupait beaucoup. Et c'était les officiers de milice notamment qui surveillaient la réparation et la qualité de ces chemins. Donc voilà, un rôle militaire, un rôle de police. Et moi, j'ai essayé de travailler à partir des milices coloniales sur plusieurs thématiques, en dehors de la militarisation. Alors, sur la question de comment on crée une institution, comment elle se met en place, les législations qui se forment, comment ça se constitue. Et ce que j'ai pu montrer, c'est notamment comment, au début, je vous l'ai dit, il y a un peu des formes différentes dans chaque colonie, et on va avoir une régionalisation, puis même une uniformisation des milices, et à la fin de l'Ancien Régime, on aura une milice coloniale, la même dans toutes les colonies. Et ça, c'est un processus qu'on va voir qui est appuyé par Versailles tout au long du XVIIIe siècle. Un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, et on en parlera forcément un peu aujourd'hui, c'est l'aspect social. C'est-à-dire, qu'est-ce que les milices montrent sur les sociétés coloniales, et notamment le traitement des populations de couleur. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ce point précis, la militarisation. Alors, je ne suis pas la première à parler de la militarisation. Il y a eu notamment pas mal d'historiens qui ont réfléchi à l'époque de la Révolution, notamment Boris Le Sueur ou Frédéric Régent qui ont publié dessus. Plus récemment, on a eu Baptiste Bonnefoy qui a sorti un livre sur... alors lui, il a une approche plus par le haut, qui compare les milices espagnoles, anglaises et françaises dans les Antilles. Alors moi, ma particularité, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment que j'ai une approche de toutes les colonies françaises et sur un temps long. Et ce qui permet vraiment de voir les processus comme ce processus de militarisation. Alors un petit point aussi sur la terminologie.
Alors, je parle d'esclaves, je pense que là, c'est clair pour tout le monde, mais je parle aussi de libres de couleur. Libre de couleur, c'est vraiment un terme qu'on retrouve dans les sources de l'époque qui va concerner des esclaves affranchis ou des hommes noirs nés libres. Souvent, on parlait d'eux sous la catégorie des gens de couleur, et en fait, qui constituent une catégorie assez hétérogène entre esclaves, entre nés libres, qui n'avaient pas forcément le même statut. Donc aujourd'hui, on verra aussi ces différences et qu'est-ce que ça apporte dans la militarisation. Je parle aussi, comme beaucoup l'historiographie récente, d'un terme plus contemporain, je vais parler des miliciens et des officiers noirs. Alors, c'est un terme déjà qu'on parle, vous verrez, dans Mascarène, il parlait déjà des noirs libres, mais j'utilise voilà, ces deux termes. Sans la distinction de métissage qu'il y avait à l'époque, parce que souvent, quand on différenciait noir, mulâtre. Bon, si on a le temps, on en parlera un petit peu dans la milice, mais je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Alors, un petit point juste sur les sources. J'en profite d'être aux archives pour parler des sources, parce que vraiment, c'est un sujet qui m'a permis d'aller voir beaucoup de sources. Alors, je vais vous éviter l'énumération de ces longues sources, on en aurait pour 4 heures, mais j'ai vraiment eu la chance de visiter de nombreuses archives, notamment les archives départementales à Guadeloupe, mais aussi je suis allée en Martinique, en Guyane, j'ai pu aller au Canada, en Louisiane, et bien sûr à Aix-en-Provence, aux Archives nationales de l'Outre-mer, qui m'ont permis de constituer et de découvrir des sources, alors forcément administratives et législatives, pour voir comment étaient constituées officiellement ces milices, mais aussi voir un peu la pratique, notamment toutes les correspondances des administrateurs avec Versailles dans chaque colonie, qui permet de voir l'écart entre cette législation et la réalité. Une source qui a été très importante et qu'on verra un peu apparaître, ce sont les sources produites par les milices, c'est-à-dire les revues, les recensements, qui permettaient de compter les miliciens, de savoir qui sont leurs officiers et un peu voir leur carrière. Voilà, c'est rapidement les sources que j'ai utilisées et qui vont nous servir pour répondre à la problématique du jour, qui est vraiment comment le service des hommes de couleur et des officiers noirs permet de comprendre le rapport complexe entre militarisation, intégration de ce groupe, mais aussi exclusion, avec la question, mais j'y reviendrai plus tard, de la racialisation. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Et donc je vais commencer avec ma première idée, et on va commencer au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle pour voir le premier recours de ces hommes à la défense et l'ascension des premiers officiers de couleur. C'est vrai que je vais parler du groupe et des officiers qui n'ont pas forcément le même destin, et on en parlera petit à petit. Alors, c'est dans un contexte de guerre que va vraiment apparaître le recours de plus en plus massif à ce groupe dans la défense et dans les milices. C'est vraiment, par exemple, dans les guerres du début du XVIIIe siècle, comme celle de 1702, la guerre de succession d'Espagne, où les administrateurs, ils sont en difficulté, la défense est en tension, il y a très peu d'armées qui stationnent dans les colonies, les miliciens, qui sont à l'époque essentiellement des colons blancs, ils sont peu formés quand même, ça reste des citoyens, enfin, pas des citoyens, mais des civils plutôt, qui ont une petite formation militaire et parfois une mini-expérience quand il y a déjà eu la guerre, mais si de leur génération il n'y a pas eu de guerre, ils n'ont jamais connu la guerre, et qui ont bien sûr leurs occupations. Donc les administrateurs, ils vont essayer de chercher de nouveaux acteurs. Et ils vont se tourner vers qui? D'abord les esclaves. Alors les esclaves, c'est dès le XVIIe siècle, ils participent à la défense ponctuellement, notamment, qu'est-ce qui pouvait se passer? Par exemple, un officier, quand il y avait une petite attaque, une petite alerte, qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait rassembler des esclaves, ses esclaves à lui, ou des esclaves des habitations voisines, pour vite intervenir. Mais ces recours vont être un peu plus importants à la fin du XVIIe siècle, avec des groupes qui peuvent attendre, par exemple, une centaine d'esclaves qui sont, par exemple, rassemblés à Saint-Domingue en 1695 contre les Espagnols. On va retrouver la même chose dans les Petites Antilles en 1691 et en 1693, cette fois-ci contre les Anglais. Alors, comment ça se passe, ce recours? Alors, c'est vraiment un recours ponctuel en cas d'attaque, et il y a une séparation très claire entre ces esclaves et les autres combattants, notamment les milices. Et il y a un contrôle de ce groupe, alors notamment le contrôle de l'armement. Alors, officiellement, ils n'ont droit qu'à des demi-piques et des serpes pour se battre. C'est limité. Dans la réalité,
les armes circulent et on voit, et même des fois l'administration qui va armer les hommes pour se battre. Qu'en est-il des libres de couleur? Alors là, la libre de couleur, l'historiographie n'est pas du tout d'accord de est-ce qu'ils se battent et est-ce qu'ils servent dans les milices. Autant il y en a qui disent que dès le début, ils sont dans la milice, d'autres qui disent que c'est assez ponctuel. Moi, l'avantage, c'est que j'ai vraiment pu comparer les différents territoires et de voir il y a vraiment une incorporation, une intégration progressive. Alors, comment ça se passe? C'est pareil, c'est un contexte de guerre. On va faire appel à ce groupe qui est encore peu nombreux au début du XVIIIe siècle, et on va les réunir ponctuellement sous forme de compagnie. C'est le cas, par exemple, en 1697 au Cap, à Saint-Domingue. Ils vont participer au siège de Carthagène. En Martinique, c'est un peu plus tardif. Dans les années 1720, les recensements comptent 130 libres de couleur. Donc un petit groupe, mais qui est déjà associé à la défense. Par exemple, on a 18 miliciens de couleur qui sont intégrés dans la milice. Donc on voit, contrairement aux esclaves qui servent à l'extérieur, les libres sont très tôt intégrés à la milice. Alors la question, c'est ces nouveaux groupes d'esclaves ou de libres de couleur, par qui ils sont commandés? Les réponses ne sont pas uniformes. En Martinique, par exemple, en 1693, je vous ai parlé de l'attaque des Anglais, ça va être un homme de couleur qui va être mis à la tête d'une compagnie, Fabulé, qui est assez connue, qui a un parcours assez original. C'est un marron qui après rejoint l'administration coloniale et qui va être justement à la tête de cette compagnie. Alors qu'à la même époque, en 1693, en Guadeloupe, la compagnie, elle, va être dirigée par des officiers blancs. Donc vous voyez des réponses différentes. En Guadeloupe, le premier officier de couleur, c'est Jean Laperle. J'en avais parlé dans un article à la Société d'Histoire. Alors Jean Laperle, lui, il va être nommé en 1703 contre les Anglais, quand les Anglais attaquent. Et je vous ai mis ici l'extrait de Jean-Baptiste là-bas, où on voit qu'il y a une compagnie qui est rassemblée de 62 hommes, et à sa tête, Jean Laperle. Alors on ne connaît rien sur Jean Laperle avant 1703, mais pendant l'attaque, qu'est-ce qu'il fait? Il va être très actif. Sa compagnie, elle va vraiment être dans les derniers combats qui va permettre aux Anglais d'être mis dehors. Donc une action reconnue. Et par contre, une fois que la paix est revenue, qu'est-ce qui se passe? Sa compagnie est démobilisée. Donc lui, c'était une nomination éphémère. Ça ne va pas l'empêcher de fructifier cette nomination parce que des années plus tard, en 1717, il signe encore dans les actes notariés capitaine de milice. Donc, ce qui est intéressant avec son exemple, c'est que cette défense va permettre d'asseoir une ascension relative, mais une ascension sociale dans la société de l'époque. Dans les autres colonies, on va retrouver aussi quelques rares cas d'ascension d'officiers noirs, et parfois avec une ascension très rapide au sein d'une vie. Par exemple, c'est vraiment l'exemple de Vincent Olivier et d'Antoine Tomani à Saint-Domingue, qui eux étaient tous les deux esclaves, puis affranchis, et qui vont être, quelques années plus tard, capitaines de leur compagnie de milice. Donc, des premiers officiers de couleur et des premiers recours, essentiellement dans un contexte de guerre qui va évoluer dans la première partie du XVIIe siècle. Et là, on va s'interroger sur un nouveau phénomène qui est: est-ce qu'on va vers une systématisation de ce service? Et je vais parler un peu de ségrégation. Alors, pourquoi je parle de systématisation? Parce que, je vous avais dit, on avait des recours ponctuels, souvent qui étaient finis une fois que la guerre était passée. Là, on va voir arriver, dans la première partie du XVIIIe siècle, les premières compagnies fixes, c'est-à-dire, une fois qu'elles sont installées, on ne les bouge plus. En Martinique, cette évolution apparaît dans les années 1720 avec la première compagnie en 1723. Alors, c'est beaucoup plus rapide en Guyane et en Louisiane, qui sont des colonies plus jeunes, qui, elles ont eu un peuplement un peu compliqué, des fois plus ancien, mais au moment où elles commencent à organiser leur milice, tout de suite ou très tôt, elles se dotent de compagnies de couleur. Ainsi, en 1710, on a déjà une compagnie de couleur en Guyane et en 1730 en Louisiane. Vous voyez ces différences? Pourquoi ces différences? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de législation. Le service des libres de couleur n'apparaît dans aucune loi. Bon, il n'y a pas aussi. C'est vrai qu'on est dans un contexte de construction, donc il n'y a pas de nombreuses lois sur toutes les milices, mais quand même, il n'y a pas de législation. Donc, un peu chaque territoire fait sa propre organisation. Alors, qu'en est-il des esclaves? Eux, on reste un peu dans un recours ponctuel en cas de besoin. Il n'y a que dans les petites Antilles, en Louisiane, où il y aura quelques législations qui vont un peu encadrer
ce recours. Et ces esclaves vont notamment être utilisés dans cette période quand il y a des travaux liés à la guerre, notamment les fortifications, ou parfois les combats. Monsieur Lafleur en parlait tout à l'heure. L'exemple parfait, c'est 1759, le siège de la Guadeloupe par les Anglais. Et là, on va avoir des esclaves qui vont vraiment être mobilisés dans cette guerre. J'en parlerai un peu plus tard. Et 1759, c'est un bon exemple aussi pour montrer la militarisation des libres de couleur, cette fois-ci. Alors, on peut prendre l'exemple de la Martinique. Les Anglais, avant d'arriver en Guadeloupe, ils arrivent en Martinique face à Fort-de-France. À ce moment-là, dans la milice martiniquaise, il y a à peu près 10% de libres de couleur. Mais pour faire face aux Anglais, vite, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des miliciens un peu partout, de toute l'île, pour aller à Fort-Royal et défendre. Et dans ce contingent de plus de 1000 hommes, il va y avoir 27% de libres de couleur. Donc on voit un pourcentage plus important et une participation plus importante en temps de guerre. Eux, ils vont réussir à faire partir les Anglais qui vont venir nous attaquer, nous, avec la réussite qu'on leur connaît. Donc, pour les officiers, on va continuer à cette période d'avoir des différences. Et la grande particularité, ça va être Saint-Domingue. Saint-Domingue, dans la première partie du XVIIIe siècle, elle va être la seule colonie qui voit développer un grand corps d'officiers noirs. Il va y avoir en fait une élite de couleur qui va s'investir dans la milice et qui va être assez nombreuse. Alors ici, je vous ai mis la petite source, qui énumère quelques noms. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les exemples, mais je peux juste vous parler de Jacques Bourry. Alors, Jacques Bourry, lui, c'est un mulâtre libre qui est capitaine de milice dans la compagnie de Torbec. Torbec, c'est au sud de Saint-Domingue. Et qu'est-ce qu'on sait de lui? C'était vraiment un notable de la région. Dans les actes notariés, il était souvent appelé sieur. Donc ça remontait vraiment ce profil de ces officiers de milice qui sont issus totalement de l'élite de couleur de Saint-Domingue. Alors, comment se fait cette ascension particulière à Saint-Domingue? Ils vont bénéficier de la ségrégation qui va exister et être mise en place assez tôt, très tôt, dans les milices, puisque le modèle va être que quand il y a une compagnie blanche, on met un officier blanc, quand il y a une compagnie de couleur, on met, la plupart du temps, un officier de couleur. En tout cas, c'est systématique à Saint-Domingue, ça l'est pas forcément dans les petites Antilles, et après ça va changer, mais ça, je vous spoil pas. Donc, ce début du XVIIIe siècle, c'est vraiment une évolution vers la militarisation de ce groupe et l'apparition de ces premiers officiers, notamment à Saint-Domingue. Mais il va y avoir une très grande évolution, et ça, c'est la guerre de 7 ans et ses conséquences. Alors, là, on va vraiment atteindre un niveau important dans la militarisation qui aura beaucoup de conséquences. On est au lendemain de la guerre de 7 ans. Le ministre Choiseul il va faire une série de réformes, notamment en militaire, qui aura des conséquences importantes dans les milices. C'est une série d'ordonnances. Alors, je vous ai mis ici l'exemple de la Martinique, mais chaque colonie va recevoir en avril et en septembre 1768 pour les Petites Antilles, pour Saint-Domingue et pour les Mascareignes, et 1769 pour la Guyane. Ils ont un petit peu de retard. Et cette ordonnance va être vraiment importante parce que, je vous l'ai dit, avant, il n'y avait pas de législation du tout sur leur service. Donc là, c'est la première fois qu'officiellement, on parle de ces libres de couleur dans la milice. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que de 16 ans à 50 ans, tous les libres de couleur doivent désormais servir dans la milice. Donc, on a quoi? Là, on a une systémisation du service. Tout le monde doit servir. Et donc, on a vraiment franchi une étape dans la militarisation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur le service? Que le service est à peu près le même que les compagnies blanches. On a le même fonctionnement, le même armement, à peu près les mêmes fonctions, même s'il y a un article particulier qui parle d'une fonction spécifique, mais on en parlera plus tard. Il y a aussi l'uniforme qui est différent. Alors, l'uniforme, c'est toute une histoire. Ils aimaient beaucoup choisir des couleurs et se distinguer. Et la couleur, alors il y avait plusieurs couleurs, mais souvent l'uniforme, c'était vert pour les libres de couleur. Et en 1787, quand il y a vraiment une uniformisation, ça sera le vert pour les compagnies infanterie, et les compagnies à cheval, ça sera le beige. Plus précisément le nankin, parce qu'ils étaient très précis. Donc voilà, on a des milices de couleur et des milices blanches qui se ressemblent, mais vous avez bien vu la ségrégation, la séparation qui est inscrite désormais dans la loi.
Pour les officiers, là, ça va être le gros changement. Là, c'est la rupture, puisque l'ordonnance de 1768, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exclut les officiers de couleur. À partir de là, ce sont des officiers blancs qui doivent diriger ces compagnies de couleur. Alors, d'où ça vient? C'est assez complexe, mais il y a les projets qui ont été faits dans les années 60, notamment, on voit qu'ils ont été négociés entre les gouverneurs et Versailles. Versailles était plutôt pour garder cette ségrégation, compagnie de couleur, officier de couleur, c'était logique pour eux. Localement, ce n'était pas la même chose. Notamment Olivos, le gouverneur de la Guadeloupe, il va vraiment insister pour dire non, non, il faut des officiers blancs, et son argumentation, c'est qu'il faut les contrôler. On ne peut pas mettre des officiers de couleur. Et c'est cette idéologie qui va être mise en place. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent plus être officiers, plus capitaines, plus lieutenants, plus d'enseignes de couleur. On leur laisse, avec beaucoup de mansuétude, les sous-officiers. Alors, les sous-officiers, ce sont des postes notamment les sergents, qui ont un rôle, un rôle local assez important, parce qu'en fait, on leur délègue beaucoup de choses, mais sans les avantages. Pas de privilèges, et ils payent les impôts, ils n'ont pas droit aux récompenses, ils n'ont pas de commission. Donc, on a vraiment un simulacre d'autorité qui leur est laissé, et en vrai, une exclusion de ce corps. Alors moi, je ne suis pas la seule à voir dans cette loi la racialisation en fait de cette vision de ce groupe qui, c'est notamment Jeanne Garrigues qui en a parlé pour Saint-Domingue, mais qu'on peut, je pense, élargir sur les autres colonies, puisqu'on va avoir cette fois-ci une hiérarchisation par la couleur et un contrôle de ce groupe. Alors bien sûr, la question c'est, est-ce que c'est une exclusion complète? Parce que c'est toujours plus complexe que ça. Est-ce que c'est une exclusion complète? Alors, cette ordonnance de 1768 va avoir des conséquences différentes selon les colonies, mais si vous m'avez bien suivi, il y a un endroit où ça va être très important, ça va être Saint-Domingue. Saint-Domingue, en 1768, il y a une révolte qui va éclater. Alors, je ne rentrerai pas dans les causes, parce qu'il y en a beaucoup et les historiens se battent dessus, mais bien sûr, la question de l'exclusion des officiers de couleur, où ils étaient nombreux, mais aussi la question du service obligatoire pour tous, va influencer cette révolte, et il va y avoir des partisans de tous les côtés, de toutes les couleurs, pour ou contre. On en parlera juste après. Et ça va avoir une grande conséquence. Par exemple, je vous ai parlé de Jacques Bourry tout à l'heure, qui était capitaine à Torbec. Lui, qu'est-ce qui se passe? Pendant la révolte, lui, il est loyal. Il est loyal à l'administration coloniale, il se bat contre ceux qui sont contre cette ordonnance, mais ça ne va rien changer. Une fois que l'ordonnance est appliquée, qu'est-ce qu'il y a? Il perd son poste de capitaine. Et on va le retrouver beaucoup plus tard, par exemple, en 1783, il est quartier-maître, donc sous-officier. Alors qu'à cette époque, il fait partie des familles les plus riches de l'île. Il est vraiment l'élite économique. Mais il y a eu cette espèce de barrière entre les élites de couleur et les élites blanches qui sont symbolisées par cette fermeture au corps des officiers. Alors bien sûr, la question est, est-ce qu'on peut franchir cette barrière? Ça, c'était la question qu'avait posée notamment Jessica Pierre-Louis, qui a fait une thèse à la Martinique sur cette question-là. Et une minorité peut franchir cette barrière. Je vais prendre quelques exemples. Un exemple plus local, à Basse-Terre, la famille Petit. Alors, la famille Petit, on va la retrouver dans les revues des milices des années 1760. Je vous ai dit, c'est vraiment une période de réforme, donc il y a eu beaucoup de revues qui nous permettent de bien connaître la milice à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup d'officiers petits. Sauf que moi, je suis allée voir dans la famille Petit. Alors, c'est une famille originaire de La Rochelle. Et il y a plus d'officiers que de nombre de petits en âge de porter les armes et d'être officiers. Donc j'ai dû aller voir un peu plus loin et je suis allée voir dans la branche mulâtre, puisque en effet il y a Michel Petit qui avec une ancienne esclave, a eu des enfants, notamment Jean-Baptiste qui est navigateur et Jean-Louis qui lui est tailleur et qui avait un réseau, une clientèle très importante avec beaucoup d'officiers de milice. Et justement cette branche fournirait aussi des officiers dans les compagnies blanches. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Des officiers descendus de familles mulâtres ou descendants de mulâtres qui s'intègrent dans la société blanche et qui arrivent quand même à rester dans ce corps d'officiers. Et là, il y aura un mécanisme qui va vraiment servir pour ces hommes-là, ça va être les procès. On va avoir à fleurir ce type des procès pour qualité
de blancs ou de sang mêlé qui vont servir à certains de ces hommes d'asseoir, de maintenir leur statut, notamment leur poste aussi dans la milice. Alors, je vais prendre juste un exemple, c'est l'exemple que je vous ai mis ici. C'est un gros dossier d'archives. On parle de Pierre Chapuisé de Guérinet à Saint-Domingue. Alors lui, c'était un milicien à Saint-Domingue et en 1979, ben, il veut être officier. Donc, il fait une demande et son officier supérieur est plutôt d'accord, sauf que qu'est-ce qui se passe? D'autres officiers l'accusent d'être de sang mêlé. Donc là, procès retentissant dans toute l'île qui va faire vraiment bouger beaucoup l'opinion publique, enfin, si on parle déjà d'opinion publique. Mais là, on pourrait en parler parce que vraiment beaucoup de gens en ont parlé. Il y a des gens qui allaient voir son avocat. Enfin, c'était un procès assez important. Et qu'est-ce qu'il montre son procès? Il montre en fait la complexité de qu'est-ce que c'est être descendant de mulâtre et comment on est intégré ou pas dans la société. Et on peut voir en fait, deux visions qui cohabitent. On peut voir la vision des hommes qui l'ont attaqué et qui disent, et qui est une vision racialisante en fait, qui disent que si tu es une généalogie ou sans métissage, tu peux être considéré comme blanc, alors qu'en même temps coexiste la vision de Chapuisé et de plusieurs des gens qui le soutiennent, qui va être, si tu es intégré dans la société, si tu es intégré dans les faits comme blanc, tu es blanc. Donc vraiment, on montre la complexité et on montre que alors là, j'indique bien que c'est qu'une très petite minorité de descendants de mulâtres qui vont se maintenir après 1768 dans quelques postes d'officiers, puisque vraiment la majorité est vraiment exclue. Le dernier élément vraiment qui va changer la donne et qui va arriver à ce qu'on connaît plus sur la Révolution, c'est la période de la fin de l'Ancien Régime. Et là, on va avoir une nouvelle étape dans la militarisation. On va même parler de professionnalisation. Et c'est pour ça que je me posais, est-ce qu'il y a une professionnalisation des esclaves et des libres de couleur dans le domaine militaire? Alors, il y a plusieurs mécanismes en fait, qui se mettent en place à cette époque qui va permettre de vraiment créer une catégorie importante d'hommes de couleur dans la défense. Alors, pour les esclaves, qu'est-ce qui se passe? Déjà, depuis longtemps, un esclave qui sert dans la défense pouvait être libéré, affranchi. C'est le cas, on a pris l'exemple de 1759 et des esclaves qui participent au siège. Dans la capitulation, il y a une décision qui est on va donner la liberté aux esclaves qui ont aidé à se battre et les Anglais doivent le respecter. Donc, ça existait déjà. Mais après la guerre de 7 ans, il va y avoir une législation qui va pousser et augmenter ce type de pratique. Alors, à Saint-Domingue, il y a la législation de 1777, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, c'est le Conseil supérieur de Port-au-Prince qui va prendre cette décision et qui dit que si un esclave sert 8 à 10 ans dans une compagnie, il pourra avoir un affranchissement gratuit. Donc, dans les autres colonies, alors, il n'y a pas de législation, mais Anne Perrotin-Dumont, par exemple, a montré que cette pratique existait, on la voit dans les actes notariés, mais c'est un plus petit groupe. Ça fait quand même quelques hommes qui vont agrandir cette catégorie d'hommes noirs formés à la défense. Catégorie très importante, et là je vais me tourner vers le tableau que je vous ai mis, puisque je vous ai dit depuis 1968, tout le monde doit servir. Donc si tout le monde doit servir, vous imaginez que ça fait une part importante dans la milice. Et si on regarde le tableau, on voit quand même une augmentation, que ce soit la Martinique, on voit pour la Guyane ou pour l'Île-de-France, la part des libres de couleur au sein de l'ensemble de la milice va augmenter. Et ils vont vraiment prendre une part vraiment importante dans cette milice. Alors juste pour le fun, je vous ai mis un petit tableau des différentes compagnies de milices de couleur pour voir un peu ce service. Alors je vous parlais déjà des différentes appellations. C'est vrai que chacune a des appellations un peu différentes. On va parler de libres de couleur, de gens de couleur libre. Île-de-France, c'est chasseurs noirs ou libres noirs. Donc des appellations différentes, mais qui en vrai correspondent à plutôt un service qui est uniforme. Je vous l'ai dit, depuis l'ordonnance de 1968. La différence, et là c'est toujours la différence,
on le voit bien dans le tableau, c'est Saint-Domingue. Alors Saint-Domingue, je vous ai mis que la partie ouest, non pas par choix, mais c'est que c'est une milice très très importante avec des recensements très importants, donc c'était plus simple de prendre qu'une partie, sinon la liste serait beaucoup trop longue. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment une différence avec vraiment des compagnies très multiples. Alors multiples avec une distinction. Alors, il y a une double distinction dans la milice de Saint-Domingue, une distinction socio-économique. Alors, comment on voit la distinction socio-économique? Par exemple, on voit des compagnies d'infanterie et des compagnies de dragons. Alors, les compagnies de dragons, qu'est-ce que c'est? C'est les compagnies de cavaliers. Et cavaliers, c'est ceux qui peuvent s'équiper de cheval. Et qui peut s'équiper de cheval? C'est-à-dire qu'il a l'argent pour le faire. Et que ce soit les compagnies blanches ou les compagnies de couleur, c'est là où on va retrouver vraiment l'élite économique de la société. Je vous ai parlé d'une double distinction parce que la distinction qu'on va vraiment voir, qu'on ne voit pas ailleurs, c'est la distinction liée au métissage. Vraiment, on va avoir une compagnie de carterons, une compagnie de mulâtres. On a vraiment cette distinction qui, des fois, va très loin, mais qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ailleurs, dans les milices, en tout cas, des fois, les administrateurs peuvent parler des compagnies de mulâtres et de nègres, je cite, mais en vrai, ils servent tous ensemble. Donc, c'est vraiment une spécificité qui parfois crée des conflits, mais là, je ne pense pas que j'aurai trop le temps de rentrer dans le détail. Voilà, une spécificité de ce groupe à Saint-Domingue. Alors, je vous ai dit, donc, on a vu une augmentation des compagnies de milices de couleur, mais ça ne suffit pas pour faire une professionnalisation. Alors, qu'est-ce qui va faire la professionnalisation de ce groupe? Eh bien, ça va être des fonctions spécifiques qu'on va leur accorder. Des fonctions spécifiques alors, qui n'apparaissent pas dans ces titres, à part un. On voit les groupes de chasseurs. Qu'est-ce que c'est les groupes de chasseurs? Alors, il y a eu un débat des fois avec des historiens militaires qui pensaient, parce que c'est un terme qu'on retrouve chez les militaires souvent lié, on parle chasseurs alpins, enfin, ça vient de là. Mais non, nous, c'est pas pareil. Nous, c'est chasseurs d'esclaves marrons et de déserteurs. Et ça, parce que ça va être une fonction qui va être très tôt associée aux libres de couleur. Dès 1720, en Martinique, les premières compagnies, on va les diriger vers ces missions pour partir en chasse. Alors souvent, l'argument, c'est pour dire on ne veut pas trop déranger des colons, partir plusieurs jours, ça peut être. Donc, on va envoyer des libres de couleur. Ça va être systématisé en 1768, puisqu'il y a dans l'ordonnance, il y a un article qui insiste sur ce rôle dans la chasse aux marrons, aux déserteurs, et aussi à la police du quartier. Et ça, c'est vrai que dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, ils vont être de plus en plus associés à ces fonctions et allant même avoir un alourdissement de leur service. Et certains administrateurs vont se dire, mais il va peut-être falloir qu'on les rémunère, parce que là, ils ne peuvent pas travailler, en fait. Donc, il va y avoir des projets, pas forcément appliqués, par exemple dans les Mascareignes, de créer déjà de futurs gendarmes, en fait. Ça va être la maréchaussée, donc qui est un peu plus tôt, c'est dans les années 1740 à Saint-Domingue, où là, c'était des très petits groupes, c'était dans des villes, et on avait quelques dizaines, voire une centaine de libres de couleur, on les appelait les archers de la maréchaussée, qui avaient vraiment ce rôle, nous, qu'on appellerait de policiers aujourd'hui, mais qui étaient que dans les villes, donc dans les campagnes, dans les petits bourgs, qui le faisaient, les milices, et le plus souvent les milices de couleur. Sachant qu'à la fin de l'Ancien Régime, c'est presque systématiquement les libres de couleur qui sont envoyés dans les chasses aux marrons. Mais la professionnalisation ne s'arrête pas dans la police, parce qu'elle va aussi se retrouver dans le domaine militaire. Et ça, le domaine militaire, ça va se voir avec la création de nouveaux corps de soldats ou des corps semi-professionnels qui vont souvent aller recruter chez les miliciens, parce que c'est vrai que c'est une bonne première formation, et qui vont être actifs dans les années 1780, même s'ils vont être qu'éphémères. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à ce moment-là, cette professionnalisation militaire des libres de couleur, elle est en opposition avec celle des milices blanches. Parce qu'au contraire, ils sont démobilisés. Ils ne vont pas participer aux guerres et on va avoir de moins en moins d'entraînement militaire. À partir de 1968, il y a un entraînement au tir par an. Donc vous imaginez qu'un entraînement au tir par an, on n'est pas un militaire. Donc voilà, on a ces deux évolutions différentes qui appuient vraiment mon propos de militarisation. Et pour finir, ça sera mon dernier point, c'est qu'en est-il des officiers? Je vous ai arrêté en 1768 où c'est fini. Il va y avoir
en lien avec cette militarisation et cette professionnalisation, eh ben, une apparition, enfin une apparition non, mais une création d'un groupe d'hommes de couleur qui vont atteindre des postes d'officiers, souvent en passant par la milice. Alors comment ça se fait? Il y a deux moments clés. Ça va être d'abord la Révolution américaine. Je vous ai parlé tout à l'heure des corps militaires ou semi-professionnels voilà, de militaires qui vont, dans les années 1780, recruter, souvent dans les milices, ces hommes. Alors c'est le cas, par exemple, un assez connu, c'est 1000 chasseurs de couleur à Saint-Domingue qui sont dirigés par le vice-amiral d'Estaing et envoyés en Amérique du Nord. Ils vont se battre notamment à Savannah. Et ben, dans ce groupe, on va avoir quoi? On va avoir une première expérience militaire, vraiment avec la guerre, et l'apparition, voilà, le début en fait de carrière militaire de nombreux futurs acteurs de la jeune Haïti. Alors, j'aurais pu prendre 3000 exemples, mais juste rapidement, peut-être Alexandre Pétion et Henri Christophe, qui, eux, par exemple, vont se partager Haïti après la mort de Jean-Jacques Dessalines. Et ben, ces deux, ils sont passés par ce corps de chasseurs volontaires et ils sont des vétérans de Savannah. D'accord? Un autre moment très important, ça va être bien sûr la Révolution française. Je vous en avais déjà parlé pendant l'introduction. Alors là, ça va être général. Vraiment, beaucoup d'esclaves et de libres de couleur qui vont participer. Je ne vais pas bien sûr rentrer dans le détail, mais moi, je vais un peu m'arrêter sur la question des officiers. Et à ce moment-là, on va vraiment voir ce modèle de trajectoire où on a des miliciens de couleur qui étaient dans la milice, souvent sous-officiers, et qui, pendant la Révolution, vont rentrer dans l'armée, devenir officiers et vraiment être des acteurs dans les différentes colonies. Alors, j'aurais pu prendre l'exemple de Louis Delgrès, qui aurait été dans la milice en Martinique avant d'être officier en Guadeloupe. En Guadeloupe, on a Magloire Pelage, donc ancien esclave, affranchi, qui ferait la milice et qui est bien sûr un officier pendant la Révolution française. Alors, pour prendre un exemple de Saint-Domingue et relier nos deux figures tutélaires qui étaient sur mon affiche, je voulais prendre Janvier Dessalines. Alors, Janvier Dessalines, c'est pareil, c'est vraiment l'exemple typique de cette évolution. C'est le gendre de Toussaint, qui est sergent-major dans la milice, qui est chasseur à Savannah et qui va être des principaux généraux de Toussaint Louverture. Et c'est même lui qui aurait donné son nom à Jean-Jacques Dessalines, l'empereur d'Haïti. Donc vous voyez, ce type de profil, on va le retrouver, c'est vraiment pas le seul. Alors bien sûr, je vous ai mis des contre-exemples, forcément. Jean-Jacques Dessalines n'est pas passé par la milice. Lui, il va vraiment s'intégrer dans le mouvement 1791, la Révolution, et rentrer plutôt directement dans l'armée. Et en 1794, il est déjà officier de l'armée française. Et ben, Toussaint Louverture, moi, c'est la grande question. Moi, je cherche. Je pense qu'il est passé par la milice, vu son âge, mais je n'ai pas encore trouvé. Sachant que ce qui est vraiment difficile avec les miliciens de couleur, je vous ai dit, vu qu'ils ne sont pas officiers, en tout cas pas officiellement, c'est très difficile de les retrouver dans la milice, puisque les revues vont essentiellement parler des capitaines, des officiers, où eux, ils sont nommés, mais les sous-officiers, il n'y a rien, et les miliciens, encore moins. Donc voilà, encore beaucoup de choses à découvrir, j'espère. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'était vraiment ce long processus de militarisation qui se fait par étapes avec les intégrations successives des libres de couleur officialisés en 1768, mais aussi l'intégration avec l'affranchissement d'esclaves dans les années plutôt 1770-1780, qui vont créer cette réserve militaire, mais aussi dans la police, pour aller jusqu'à une professionnalisation. Donc vraiment, un rôle très important, mais qui est contrôlé, puisqu'on a cette tentative d'exclusion dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, qui va être contournée pendant la Révolution. Donc voilà, c'était les idées. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous soldats, hein, c'était ma conclusion, mais ce service dans la milice, dans les armées ou dans les autres corps qui vont être constitués, va vraiment montrer que ce groupe, les affranchis, les libres, les esclaves, vont expérimenter une condition que j'appellerais embryonnaire de citoyens dans les milices coloniales. Voilà.